Merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette séance d'ouverture de ce colloque. Je voudrais dire d'emblée que ma communication risque de ne pas être à la hauteur de l'ambition de son titre. Entre utopie et mélancolie, le siècle des révolutions, puisque la tâche est décidément trop vaste et mon propos est beaucoup plus modeste. Il s'agit d'affirmer la nécessité d'un bilan. Je ne dis pas de tirer les leçons, c'est peut-être un peu trop prétentieux, mais certainement d'esquisser une élaboration critique d'une séquence historique, celle des révolutions du XXe siècle, une séquence qui s'ouvre avec la révolution d'octobre, qui s'est achevée et qui est désormais derrière nous. C'est une séquence historique qui a laissé un héritage très riche et aussi encombrant à plusieurs égards, et qui est le plus souvent diabolisé, mais je crois qu'il demande à être assimilé critiquement, et c'est aussi la condition pour sa transmission. C'est mon souci, et je voudrais concentrer ma réflexion sur ce point. La fin de cette séquence historique est souvent datée en 1989. Eric Hobsbawm, le grand historien britannique aujourd'hui décédé, considérait cette césure 1989 comme la ligne de partage entre le XXe et le XXIe siècle. Et 1989, c'est l'année des dites révolutions de velours. Or, historiquement, les révolutions ont toujours été des mouvements puissants qui projetaient la société vers le futur. Les révolutions dans la modernité ont toujours été des fabriques d'utopie. Or, les révolutions de velours, en revanche, exprimaient une volonté farouche de réappropriation du passé, un passé qui apparaissait dans les pays du socialisme réel comme confisqué par 40 ans de régime totalitaire. Après 1989, nous avons assisté à bien d'autres mouvements collectifs. Nous avons assisté à de véritables révolutions dans le monde arabe en 2011, et puis à d'autres mouvements collectifs de grande ampleur dans le monde occidental. Il suffit de penser à Occupy Wall Street, Los Indignados en Espagne, Gezi Park à Istanbul, Place Syntagma à Athènes et plus récemment la Nuit debout à Paris. Or, tous ces mouvements ont exprimé avec force une idée d'auto-émancipation qui appartient à la tradition révolutionnaire, mais tous ces mouvements et ces révolutions n'ont revendiqué aucune continuité à l'égard de la révolution russe ou des autres révolutions communistes du XXe siècle. Bref, ils ne s'inscrivaient dans aucune continuité historique. On peut très bien définir ces révolutions et ces mouvements avec une formule qui me plaît beaucoup et qui est une formule de Marx, du jeune Karl Marx, qui écrivait dans l'idéologie allemande « Le communisme est le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant ».
Cette définition pourrait s'appliquer à tous ces mouvements, mais leur relation avec la tradition communiste, à la limite, pourrait être définie comme analogique, certes pas comme généalogique. Et donc, il faut un peu s'interroger sur cette césure historique, cette rupture de la continuité historique. Et pour ce faire, je voudrais partir d'une définition de l'histoire et de la dialectique historique que tous les historiens connaissent, et qui appartient à un grand historien des concepts, Reinhard Koselleck. Reinhard Koselleck, dans un essai célèbre des années 60, définissait la dialectique historique comme une relation symbiotique entre le passé et le futur. Le passé comme champ d'expérience et le futur comme horizon d'attente. Or, la révolution d'octobre 1917 a fixé l'horizon d'attente du XXe siècle, a forgé une utopie qui a dominé le siècle, qui a façonné, plasmé, orienté toute la parabole du XXe siècle. Il ne s'agissait pas d'une utopie abstraite, d'une chimère, de quelque chose de vague. Il s'agissait d'une utopie concrète et possible, selon les mots du philosophe Ernst Bloch, qui était incarnée par des mouvements de masse, une utopie qui, aux yeux de millions d'hommes et de femmes, était en train d'être réalisée, au moins dans une partie du monde. Cette conviction était largement répandue. Cette dialectique historique a marqué toute la modernité, aussi bien le 19e que le 20e siècle, d'abord avec l'idée de progrès, puis avec l'idée de socialisme, et enfin de communisme. Et on pourrait dire que le carburateur, on peut dire comme ça, le carburateur de cette utopie ont été d'abord la Révolution française et puis la Révolution russe. Ou alors, si on veut parler en termes d'histoire globale, les révolutions atlantiques du tournant du 19e siècle, l'Amérique, la France, Haïti, et puis les révolutions communistes du XXe siècle, qui sont des révolutions qui se sont étendues à une échelle globale et dont le point de départ est la révolution d'octobre. Or, le XXIe siècle est un siècle qui présente des traits profondément différents par rapport aux 2 siècles qui l'ont précédé. C'est un siècle qui s'ouvre sans utopie. La dialectique historique définie par Koselleck s'est brisée en quelque sorte, et l'horizon d'attente n'est plus visible, est brouillé. Certains historiens qualifient ce régime d'historicité de présentiste. Ils disent, le XXIe siècle s'ouvre avec une temporalité qui est celle du présent. Un présent dilaté qui inclut lui-même aussi bien le passé que le futur. Et c'est une temporalité qui n'est plus celle des horloges, bien analysée par Norbert Elias ou E.P. Thompson, mais celle de la bourse, c'est-à-dire une accélération spasmodique, une accélération permanente, mais dépourvue d'une structure prognostique. Tout change pour que l'ordre du monde ne change pas et s'éternise. C'est l'antithèse exacte de la temporalité utopique qui a dominé les 2 siècles antérieurs. Et cette rupture de la symbiose entre le passé et le futur ne signifie pas seulement la disparition d'un horizon d'attente, mais signifie aussi, dans une large mesure, un refoulement du passé. L'existence d'un horizon utopique
attribuait un caractère téléologique à ce champ d'expérience dont je parlais. Cet horizon utopique orientait aussi le travail de la mémoire, qui était une mémoire omniprésente, mais très sélective. La vision de la modernité était en quelque sorte orientée selon ce tropisme. Et cela avait des implications qui étaient aussi historiographiques. Je citais tout à l'heure Eric Hobsbawm. L'histoire du 19e et du 20e siècle, la tétralogie de Hobsbawm, est scandée, suggère une périodisation qui est celle des révolutions de la modernité. Le 19e siècle est marqué s'ouvre avec la Révolution française en 1789, puis il se poursuit avec 1848, la Commune de Paris, et puis la Révolution russe, et les révolutions qui suivent, la Révolution chinoise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution cubaine, ainsi de suite. L'historiographie qui est née après 1989 est une historiographie qui a complètement effacé ces critères de périodisation et ces lignes de clivage. Christopher Bailey, Jürgen Osterhammel, les grands historiens du XIXe siècle de ces dernières années, ignorent la Commune de Paris, par exemple. Cet régime d'historicité présentiste a tendance à inscrire la révolution russe et celles qui l'ont suivie dans le chapitre des guerres et des totalitarismes. C'est une approche à l'histoire de la Révolution qui est bien évidemment très unilatérale et qui se focalise finalement sur une figure qui est celle des victimes. Sur le plan de l'usage public de l'histoire, l'histoire de la Révolution est devenue un chapitre de l'histoire des violences du XXe siècle. L'anticommunisme est devenu un lieu commun qui ne domine pas, je dois dire, le travail historiographique, mais certainement l'espace public et le discours médiatique. Alors, ce changement de zeitgeist, de climat, et ce changement de notre régime d'historicité implique une rupture de la mémoire. Cela a aussi des racines structurales. On pourrait dire qu'il y a aussi des raisons structurelles à cette mutation, que je n'ai pas le temps ici de développer, mais à côté de la défaite des révolutions du XXe siècle, on pourrait évoquer la fin du Fordisme, c'est-à-dire la fin du mode dominant du capitalisme au XXe siècle, avec les transformations dans le processus du travail, la fragmentation du travail, l'irruption de la précarité à tous les niveaux. Donc la rupture de ce que Maurice Halbwachs appelait les cadres sociaux de la mémoire, les modalités par lesquelles une culture et une mémoire se transmettaient, et aussi la fin des partis politiques de masse. La social-démocratie et les partis communistes en ont été le prototype, et qui étaient des puissants vecteurs de transmission d'une mémoire. Eh bien, le passage au XXIe siècle a transformé la révolution en quelque sorte, les révolutions du XXe siècle, en un lieu de mémoire. Et c'est probablement cet ensemble de raisons qui explique la rupture
qui s'est opéré entre les révolutions du XXe siècle et les nouveaux mouvements dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi des mouvements qui mettent en avant avec beaucoup de force, de vigueur, au centre de leur action et de leur pratique, une idée d'émancipation collective et une idée d'égalité, ne peuvent pas établir une relation de filiation avec les révolutions du passé. Eh bien, les révolutions du XXe siècle, et je reprends ce que disait Jean Fogel dans son introduction, ne peuvent pas être appréhendées comme un bloc monolithique. Elles apparaissent plutôt comme un ensemble d'expériences corrélées, qui ont des relations entre elles, qui dialoguent entre elles, mais qui dessinent une sorte de mosaïque. Et je voudrais souligner 4 dimensions fondamentales qui me paraissent essentielles pour leur intelligibilité, 4 dimensions fondamentales de ces révolutions distinctes mais liées entre elles. La révolution comme événement éruptif, comme rupture, la révolution comme processus, et donc le rapport entre la révolution et les formes de pouvoir politique, les régimes politiques qu'elle a engendrés, la révolution comme le rapport entre la révolution et l'anticolonialisme, et puis le rapport de la révolution avec la social-démocratie. Les dimensions qui ont marqué l'expérience révolutionnaire du XXe siècle. La révolution comme événement. Alexander Rabinovich a consacré son exposition à ce thème. C'est la dimension de l'expérience révolutionnaire qui se prête le plus à la célébration nostalgique et aussi à l'iconisation mythique. Les films de Eisenstein, le reportage de John Reed. La révolution en tant qu'événement possède une aura. L'aura des moments éphémères mais intenses d'explosion créative et de changement de l'histoire. C'est des ruptures, des césures historiques qui ne peuvent pas être ramenées à une causalité déterministe. Les révolutions ont toujours leur propre dynamique qui dépasse et qui transcende leur cause. La révolution en tant qu'événement possède cette incandescence émancipatrice. C'est le moment pendant lequel les classes subalternes, les dominés, deviennent des sujets historiques, deviennent des sujets politiques, conquiert le pouvoir, transforme le monde. Marx avait forgé cette définition qui est très belle, le moment de l'assaut du ciel, den Himmel zu stürmen. Benjamin avait une autre image qui me plaît beaucoup, on pourrait dire la révolution est quelque chose qui rappelle la fission de l'atome, une rupture soudaine qui libère soudainement les énergies qui sont enfouies dans le corps social. La révolution est certainement tout cela, mais la révolution prend des formes. Et la révolution porte les traces du contexte historique dans lequel elle surgit. La révolution russe porte les traces de la Grande Guerre, d'une guerre totale qui a été un massacre épouvantable à l'échelle du monde. Et la révolution russe est marquée dès le départ par une symbiose, disons, entre émancipation et violence, qu'elle va codifier dans les années suivantes, à partir des années 20 et de la fondation de l'Internationale communiste, naît avec la Révolution russe un paradigme militaire de la Révolution qui va dominer l'histoire des révolutions du XXe siècle. Le lexique
du communisme sera un lexique militaire, stratégie, tactique, conquête du pouvoir, insurrection, guerre de mouvement, guerre de position. Et donc, ce paradigme militaire possède des traits autoritaires, possède aussi des traits hiérarchiques, des hiérarchies aussi de genre. Le rôle des femmes dans les mouvements révolutionnaires et dans la révolution russe, qui a fait l'objet d'ailleurs d'études très importantes. Et il y a une autre dimension que j'ai mentionnée, la révolution comme processus. Et donc la révolution qui débouche sur l'édification d'un ordre nouveau, d'un nouveau régime. Le communisme régime est autoritaire. Pendant un moment, quelques décennies, il va prendre aussi une dimension totalitaire. Il met fin à l'effervescence révolutionnaire et qui est celle de l'étape initiale de la révolution, l'étape de l'auto-émancipation. Mais c'est ma conviction, et ce n'était pas une idée que j'aurais défendue il y a quelques années. Je ne pense pas que cette étape du processus révolutionnaire puisse être définie, assimilée à une contre-révolution. Les régimes communistes issus de la révolution d'octobre et des autres révolutions qui ont suivi n'ont pas restauré l'ancien régime ou les anciennes formes du pouvoir. Elles ont bâti un ordre nouveau. Elles ont connu une dynamique qui supposait la rupture révolutionnaire de la révolution comme événement, comme brisure, comme césure historique. Et donc inscrire le stalinisme dans l'histoire de la révolution conçue comme un processus ne signifie pas le réhabiliter, ni criminaliser la révolution, et ne signifie pas non plus nier l'existence d'alternatives possibles au stalinisme, mais signifie tout simplement reconnaître que le stalinisme appartient à l'histoire du processus révolutionnaire avec ses tensions et ses contradictions. Il ne faut pas laisser cette réflexion critique à l'historiographie conservatrice qui le catalogue tout simplement dans la catégorie des totalitarismes. Le stalinisme a tué l'esprit d'octobre 1917, mais il revendiquait son héritage et il voulait bâtir un ordre nouveau. Et l'historiographie dite révisionniste, dans un sens qui n'a rien à voir avec le révisionnisme anticommuniste et conservateur. Aux États-Unis, on appelle révisionniste une historiographie qui a renouvelé les modes d'interprétation de l'histoire soviétique, eh bien, reconnaît cette continuité contradictoire et problématique. La troisième dimension que je mentionnais, la révolution russe et l'anticolonialisme, c'est une dimension fondamentale à mes yeux qui ne fait l'objet d'études importantes que depuis quelques temps. Cela peut être aussi à cause de la position géographique même de la Russie, la charnière entre l'Europe et l'Asie. En tout cas, la révolution russe de 1917 a été le point de départ du processus de décolonisation qui a marqué si profondément l'histoire du XXe siècle. Elle marque une rupture radicale à l'égard du socialisme du XIXe siècle, y compris Marx,
Le socialisme du XIXe siècle qui posait la supériorité de l'Occident et qui croyait finalement à la mission civilisatrice de la civilisation occidentale, tout en critiquant, il est vrai, la brutalité et la violence de l'impérialisme. Après octobre 1917, le communisme est devenu un outil de libération des peuples colonisés. Les peuples colonisés se sont saisis de cet outil qui est devenu l'outil de leur transformation en sujet historique. Et aussi, dans le sud du monde, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, eh bien, l'histoire des révolutions est marquée par cette symbiose et cette symbiose contradictoire, disons, entre révolution en tant qu'événement et révolution comme régime. Si on pense à des révolutions comme la révolution chinoise, disons, cette symbiose est très forte dès le départ. Il y a un autre aspect qui me paraît digne d'attention et de réflexion critique, c'est le rapport de la Révolution d'octobre avec la social-démocratie, et puis le rapport, la relation qu'elle instaure entre communisme et social-démocratie au sein de la gauche. La social-démocratie s'est opposée radicalement à la Révolution d'octobre. Que l'on pense aux polémiques entre Lénine et Kautsky sur la dictature du prolétariat. Dans les années suivantes, la social-démocratie a même participé d'une manière directe à des répressions contre-révolutionnaires. Quand on pense à la révolution spartakiste à Berlin en janvier 1919, l'image de Gustav Noske, le ministre de l'Intérieur du premier gouvernement de la République de Weimar, il est passé à l'histoire comme le bourreau des spartakistes et comme un des responsables finalement de l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, la social-démocratie a pu apparaître dans le monde occidental pendant plusieurs décennies comme une alternative possible au stalinisme. Puisque face à la pétrification bureaucratique du socialisme réel, la social-démocratie s'est imposée en Occident comme une force de transformation sociale, avec une politique de redistribution des richesses, de conquête sociale, dans les conditions de travail, retraite, santé, éducation, transport, et tout cela, dans le cadre du capitalisme. Alors évidemment, cela a été rendu possible par le boom économique d'après-guerre, mais cela, je crois, est lié aussi à cette dialectique historique introduite par la Révolution russe. D'une manière plus générale, on pourrait ramener l'histoire du welfare state à l'existence même de l'Union soviétique et donc à la Révolution russe. Je crois qu'il faut reconnaître cette dialectique historique. La Révolution russe a lancé un défi global gigantesque au capitalisme. Elle a changé d'une manière considérable les rapports de force entre les classes à l'échelle globale et a introduit l'idée d'une alternative possible au capitalisme dans les mentalités et dans l'imaginaire de millions d'êtres humains. Confronté à ce défi gigantesque, le capitalisme a été contraint, après aussi l'échec de l'option fasciste pendant les années de l'entre-deux-guerres, le capitalisme a été obligé de s'auto-réformer, a été obligé de adopter, au moins relativement à s'humaniser, adopter, on pourrait dire, un visage humain. Et la social-démocratie a été l'outil de cette relative
humanisation du capitalisme. Après la fin de la guerre froide, au début du XXIe siècle, après la chute du socialisme réel, après l'émergence de cette conscience historique d'une défaite des révolutions du XXe siècle, le capitalisme est redevenu sauvage. Il a pris un visage néolibéral. C'est à nouveau brutalisé. Les inégalités sociales ont explosé et la social-démocratie a accompagné cette mutation du capitalisme. Elle est devenue social-libérale. Donc, la fin de cette séquence historique des révolutions du XXe siècle a été aussi la fin de la parabole de la social-démocratie et a posteriori, rétrospectivement, je dirais, révélé sa nature essentiellement parasitaire. En quelque sorte, cet âge d'or de la social-démocratie pourrait être historiquement considéré comme un sous-produit de la révolution russe. Et donc, la défaite des révolutions du XXe siècle a achevé la parabole des courants historiques qui ont dominé la gauche dans toutes ses composantes au XXe siècle. La chute cataclysmique des régimes communistes, la mutation libérale de la social-démocratie, et même les hérésies communistes n'ont pas échappé à cette mutation. La fin du socialisme réel et le naufrage du stalinisme n'ont pas donné lieu à une renaissance du trotskisme, par exemple, c'est-à-dire des hérésies entre guillemets, et des formes de communisme critique, anti-stalinien ou libertaire. Et donc, dans sa chute, le communisme a emporté avec lui aussi ces hérésies qui ont dû procéder, elles aussi, à une mutation et à une révision profonde. La fin de cette séquence historique engendre, ou plutôt rend visible et pensable, une mélancolie de gauche qui avait toujours existé. L'histoire de la Révolution est aussi une histoire de défaite, est une histoire d'enthousiasme enivrant, mais aussi de défaites cuisantes, souvent tragiques, et une mélancolie qui a toujours existé, mais qui, dans le passé, était sublimée par une certaine téléologie socialiste et communiste. La téléologie, l'idée que le futur nous appartient, que l'histoire a une finalité, que l'histoire a un télos, un but. Eh bien, après 1989, cette mélancolie de gauche a pris les traits d'un travail du deuil, au sens presque psychanalytique, freudien du terme. Non pas deuil des régimes communistes, qui avaient cessé de susciter, de nous attirer, de susciter adhésion ou enthousiasme depuis longtemps, mais deuil de cette conviction de marcher dans le sens de l'histoire, deuil d'être en train de conquérir le futur, deuil des occasions ratées, le deuil des camarades perdus, et la mélancolie aussi des moments de bonheur, d'insouciance, de fraternité, de joie, qui ont été ceux de l'action collective et de l'émancipation. La mélancolie en quelque sorte, on pourrait dire, la mélancolie des utopies qui sont devenues un futur passé. C'est une autre définition de Koselleck. Vergangene Zukunft. Un futur passé. La mélancolie, pourrait-on dire avec Raymond Williams, appartient à la structure des sentiments de la gauche. Eh bien, après 1989, je reviens maintenant
au rapport entre ce passé, cette mémoire, cette tradition et les mouvements contemporains, tout a changé et le capitalisme, qui avait des alternatives, s'est en quelque sorte naturalisé ou ontologisé, au moins en tant que modèle anthropologique. Il est devenu une forme de vie universelle, un modèle anthropologique indépassable aux yeux du plus grand nombre. Et donc, les mouvements d'aujourd'hui et leur relation au passé. Tout ce que je viens de dire explique, à mes yeux, ou certes peut contribuer à expliquer pourquoi les mouvements anticapitalistes des 2 dernières décennies n'ont montré que très peu d'intérêt vis-à-vis des discussions stratégiques de la gauche ancienne. Question d'organisation, de rapport de force, alliance, politique des alliances, représentation, leadership. Elles ont montré beaucoup plus de sensibilité et elles ont exprimé un besoin, je dirais, d'expérimenter de nouvelles formes de vie commune. Réappropriation de l'espace public, participation, démocratie directe, délibération collective, inventaire des besoins, critique de la réification marchande des relations sociales, réappropriation de ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs. Par exemple, la manière avec laquelle tous ces mouvements ont réfléchi sur des expériences historiques antérieures. Comment on relie aujourd'hui l'histoire de la Commune de Paris? Non plus comme la préfiguration d'octobre 1917, comme c'était le cas de ma génération, et comme plusieurs générations ont été éduquées à penser, mais plutôt comme une expérience d'autogouvernement d'en bas et une expérience d'auto-émancipation, une expérience vis-à-vis de laquelle il y a eu aussi des moments d'identification presque émotionnels. La Commune de Paris n'a pas été l'œuvre de la classe ouvrière industrielle qui, à Paris, en 1871, n'existait pas. La Commune de Paris était une expérience révolutionnaire mise en œuvre par un prolétariat socialement très hétéroclite, avec dans lequel il y avait beaucoup de travailleurs saisonniers, d'artisans, de gens qui menaient des vies précaires. Il y avait beaucoup d'intellectuels, d'artistes bohémiens, c'est-à-dire des figures de la précarité vis-à-vis desquelles les nouvelles générations éprouvent une identification presque spontanée. Bref, ces mouvements sont des mouvements orphelins qui ont été obligés de se réinventer, qui sont nés dans l'impossibilité de s'inscrire dans une continuité historique, qui ne possèdent pas un arbre généalogique. Cela fait, à mes yeux, à la fois leur force et leur faiblesse. Leur force, parce que dépourvus de modèles de référence et dépourvus de structures héritées, parfois écrasantes, avec leur hiérarchie, leur modèle idéologique, organisationnel, etc. Alors, dépourvus de cet héritage, ces mouvements font preuve d'une créativité extraordinaire. D'autre part, dépourvus de tradition, de mémoire historique, eh bien, ils révèlent toute leur fragilité.
ils n'ont pas élaboré le deuil de la défaite des révolutions du XXe siècle. Les militants qui se réclamaient d'octobre 1917, toutes les générations de ceux militants avaient l'illusion de marcher dans le sens de l'histoire. Mais ils avaient aussi la conscience profonde d'appartenir à des mouvements qui transcendaient leur destin individuel. Cela les aidait à résister dans des moments tragiques de l'histoire, dans les moments les plus terribles qu'ait pu connaître l'histoire de l'humanité. Et ces mouvements souvent manifestaient un certain dédain, voire du mépris pour tout ce qui pouvait apparaître éphémère, hein, ce qui, en revanche, polarise l'attention de beaucoup de mouvements aujourd'hui. Et donc, ils sont des mouvements indifférents ou étrangers aux débats et aux conflits idéologiques qui traversaient, y compris l'histoire de ce qu'on appelait autrefois la Nouvelle Gauche, et donc la vieille Nouvelle Gauche. Ils ne s'intéressent point à des questions qui, pour nous, apparaissaient fondamentales, comme la conquête du pouvoir, le mythe de la prise du palais d'hiver dont nous a parlé le professeur Rabinovitch, qui n'en était pas une, en fait, mais en même temps, cette indifférence vis-à-vis de la prise du palais d'hiver me pose aussi quelques problèmes. Parce que elle peut aussi se révéler une limite fatale et une limite de réflexion stratégique considérable. Les révolutions arabes l'ont prouvé. Et je ne pense pas, à la différence de mon ami John Holloway, qu'on puisse changer le monde sans prendre le pouvoir. Et donc, voilà des mouvements qui ne veulent ni se lancer vers la conquête du pouvoir, mais qui ne s'intéressent non plus à l'idée d'une longue marche dans les institutions. Donc ils sont étrangers à cette dialectique entre réforme et révolution qui était si prégnante pendant toute l'histoire du XXe siècle. J'ai l'impression que leur anti-étatisme, leur caractère anti-autoritaire, leur rejet de toute hiérarchie et de toute forme de centralisation, leur prédilection pour la démocratie et l'action directe, exhument une certaine tradition ou évoquent une certaine affinité, exprime une certaine affinité avec une tradition qui est celle de l'anarchisme, que précisément la Révolution d'octobre avait contribué à mettre entre parenthèses ou à refouler. Mais il s'agit d'une affinité culturelle et symbolique qui ne devrait pas être interprétée comme une sorte de filiation idéologique ou doctrinale. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Et donc, ces nouveaux mouvements prennent me font penser souvent à cette redécouverte de l'anarchisme, me font penser, prennent la saveur d'un retour aux origines de l'histoire du mouvement ouvrier. Mais cela n'a rien à voir, encore une fois, avec les discussions, les controverses entre Marx et Bakounine, entre le marxisme
Et l'anarchisme, ça n'a rien à voir avec une revanche de l'anarchisme vis-à-vis du marxisme, mais il s'agit d'une mutation qui a beaucoup d'implications qui devraient être analysées. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un côté de la tentative de dépasser les limites d'une tradition qui est celle du communisme qui est épuisée, et qui a fait naufrage, qui doit être dépassé si on veut penser et construire un nouveau projet émancipateur pour le XXe siècle. D'autre part, ils font preuve aussi d'une régression sociale et politique, c'est-à-dire sont le miroir d'une défaite qui a modifié les rapports de force et qui a éloigné les dominés de la perspective d'une conquête du pouvoir. Le contraste me paraît assez impressionnant entre la richesse, l'ampleur, la diversité de la pensée critique telle qu'elle existe aujourd'hui à une échelle globale, non seulement dans le monde occidental, mais aussi dans le sud du monde. De ce point de vue-là, du point de vue de l'élaboration d'une pensée critique, d'une théorie critique des formes de domination du capitalisme contemporain, nous sommes bien mieux équipés que ne l'étaient les bolcheviks ou les mencheviks, les marxistes, les communistes, en 1917 à l'issue de la Grande Guerre. Il ne fait pas de doute sur cela. D'un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, il n'y a pas de comparaison possible entre la production de la pensée critique aujourd'hui et celle d'il y a un siècle. Mais en même temps, le contraste est impressionnant entre cette production intellectuelle et critique et l'incapacité de cette pensée de s'incarner dans des mouvements collectifs capables de porter un nouveau projet. Peut-être que ces mouvements, avec ce caractère horizontal, moléculaire, réticulaire, rhizomatique, diraient certains, agissent en profondeur, mais ils n'ont pas encore réussi à se structurer dans des mouvements d'ampleur et de portée globale. Et donc, pour conclure, puisque j'ai déjà peut-être trop parlé, il y a une grande interrogation qui s'ouvre quand on veut réfléchir sur l'histoire du siècle qui s'est écoulé depuis octobre 1917. Le XXIe siècle a déjà connu des révolutions, les révolutions arabes, des mouvements qui ont des potentialités révolutionnaires dans le monde occidental. Il y aura certainement d'autres révolutions, j'en suis certain. Et j'ai une certitude que ces révolutions seront des révolutions anticapitalistes, contre les formes de la domination du capitalisme contemporain. S'agira-t-il de révolutions socialistes ou communistes ? Ça, je ne suis pas en mesure de répondre. Je ne sais pas qui pourrait répondre à cette question. Nous disposons seulement d'un lexique de catégories de pensée que nous avons hérité du XIXe et du XXe siècle. C'est avec ces concepts que nous pouvons travailler et que nous pouvons définir les mouvements qui surgissent aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'histoire ne suit jamais une trajectoire linéaire et il faut se préparer à de nombreuses surprises. Je m'arrête là.
Alors, je remercie beaucoup les deux intervenants. Je pense que leurs deux exposés...